Est-ce que vous avez déjà vu du vieux code? Quand je dis du vieux code, c'est genre ceci. Est-ce que ça en parle à des gens? Parce qu'on est au Lyon.js, mais là, je vais vous parler un peu de COBOL, en fait. Voilà, ça, c'est du COBOL. Est-ce que vous avez déjà vu cette machine un jour? Non plus? Eh bien, ce genre de code, ce genre de machine, c'est ce qui fait marcher, par exemple, votre appli bancaire. C'est ce qui fait marcher le logiciel d'achat de livres de la FNAC. C'est ce qui fait probablement marcher nos centrales nucléaires. Bah, du coup, il va falloir peut-être toucher à ce code. Et ce code-là, depuis combien de temps on en écrit comme ça? Bah, depuis 60 ans, peut-être par là. C'est le premier métier, c'est le premier langage informatique, le COBOL. Et se pose la question, comment on travaille sur ce vieux code? Parce que moi, j'y connais rien en COBOL. Et surtout, comment on travaille en masse sur ce vieux code? Parce que ça, c'est du code source qui peut avoir écrit pendant 60 ans par des gens qui n'ont jamais codé de leur vie. Donc, c'est peut-être pas facile à maintenir. Et en fait, bah, si vous touchez à votre banque, à votre centrale nucléaire, à je ne sais pas quel projet, bah, il a besoin d'évoluer, il a besoin de fonctionner. Et du coup, comment on peut travailler en masse sur des milliards de lignes de code COBOL quand on n'y connaît rien? Je m'appelle Nerina Rabesson, je vais vous montrer comment coder dans un langage quand on ne connaît pas ce langage. Notre objectif, ça va être qu'on arrive à réécrire du vieux code COBOL, dont on ne connaît rien. C'est-à-dire qu'on va passer de JavaScript à le concept que je vais présenter, qui est l'arbre syntaxique, pour générer un beau langage COBOL. Donc on va commencer par présenter les arbres syntaxiques. En anglais, on appelle ça Abstract Syntax Tree. Je trouve qu'en français, arbre syntaxique, c'est suffisamment abstrait, donc on va se passer du terme abstrait. On va commencer avec une addition, on va faire très simple. On va essayer de représenter cette opération indépendamment du langage. Donc ça vaut 17. Mais on va se dire comment on peut, sans être dans JavaScript, dans un quelconque langage, le représenter. Ce que l'on sait, c'est qu'on a une addition. Sur la gauche de l'addition, on a le nombre 2. Et sur la droite de l'addition, on a une opération de multiplication. Et pour la multiplication, on a le nombre 5 à gauche et le nombre 3 à droite. Cette représentation en arbre, c'est notre arbre syntaxique. Et c'est ce qui nous permet de représenter dans n'importe quel langage le code qu'on va manipuler et les opérations qu'on peut faire dessus. Je vous propose un petit live coding. On va très rapidement coder notre AST en TypeScript. Étape 1. Est-ce que vous voyez le code? Alors j'ai un peu préparé quelques trucs. Notre but, ça va être de représenter 2 plus 5 fois 3, indépendamment de notre langage, mais un peu en TypeScript quand même. Donc j'ai fait une petite classe qui étend une expression. Alors ça fait beaucoup de termes, mais pour faire simple, un arbre c'est fait de nœuds. Bon. Et certains de ces nœuds sont des instructions ou des expressions. Ça va être important, probablement jamais pour vous. Mais là, notre but, ça va dire comment on va représenter une addition. J'ai un constructeur qui a 2 arguments. Le terme à gauche et le terme à droite. Oups. Et comme on est en TypeScript, il faut écrire super. Et là, il nous engueule parce qu'il nous dit il n'y a pas de type là. Quel est le type de l'opération à gauche et à droite? Alors pour une addition, on pourrait se dire à gauche, j'ai un nombre et à droite, j'ai un nombre. Mais du coup, comment je représente 2 plus 5 fois 3? Le fois, ce n'est pas un nombre. En fait, c'est une expression. Donc dans ce constructeur, on va dire j'attends une expression ici et j'attends une expression là. Je vais faire la même chose avec la multiplication. Je vais dire j'ai un constructeur qui prend un argument qui est de type une expression et un deuxième argument qui est de type une expression. Je dis que c'est super et c'est super. Et du coup, si on veut représenter notre 2 plus 5 fois 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une expression de type nombre à gauche et à droite, on a une multiplication qui prend un nombre, par exemple 5, et un autre nombre. Du coup, c'était 3, je crois. Et ceci représente l'addition de 2 plus, l'opération 2 plus 5 fois 3. Et cette représentation-là permet de dire, dans n'importe quel langage, ce sera toujours ce genre d'objet. Revenons à la slide. Donc là, on a réussi à représenter sous forme de programmation objet l'opération 2 plus 5 fois 3 en objet, mais ça marche dans un peu tous les langages, mais là, en fait, on peut représenter n'importe laquelle.
L'étape suivante, c'est générer du code. Parce que là, on arrive à représenter nos objets, mais il nous faut une méthode pour générer le code dans le langage cible. Donc ça va peut-être être du COBOL. Et pour cela, on va voir le pattern, le visiteur pattern. Et pour ça, je vais vous parler d'une petite histoire de tourisme lyonnais. Ça, c'est la ville de Lyon. Imaginez, vous avez un visiteur qui arrive à la gare Pardieu et il veut voir tous les lieux emblématiques de Lyon. Donc il va voir le parc de la Tête d'Or, ensuite il va aller voir le wagon, il va se téléporter dans le vieux Lyon et aller manifester à Bellecour. Ce qui est intéressant, c'est que le visiteur, ce n'est pas lui qui a créé la ville de Lyon. C'est-à-dire que la ville est indépendante de ce que le visiteur veut. Et inversement, ce n'est pas la ville de Lyon qui dit au visiteur où il doit aller. C'est la ville et le visiteur existent indépendamment. Ce concept, si on le réécrit, c'est on a un modèle qui accepte un visiteur, ce visiteur visite ce modèle. Ça va nous permettre de découpler la représentation, le modèle, l'objet qu'on a, et la façon de parcourir cet objet. Si on l'applique à notre cas, notre addition, nous avons un visiteur qui arrive dans l'addition et on va se dire comment je vais parcourir cette addition. Je vais dire je vais aller à gauche, je vais voir le nombre 2, puis finalement je vais voir la multiplication, puis je vais voir le nombre 5 et enfin le nombre 3. Et on arrive à parcourir le modèle qu'on a écrit sans avoir besoin de coder nous-mêmes le modèle. Si je refais ce parcours et qu'en même temps je vais noter quelque part ce que je rencontre, un peu comme un carnet de souvenirs, je refais la même chose, j'arrive à l'addition, je dis je rencontre une addition. Je vais à gauche, je rencontre un nombre 2. Je vais à droite, je rencontre une multiplication. Je vais à gauche, je rencontre le nombre 5, puis le nombre 3. Cette façon de parcourir un graphe, ça s'appelle un parcours en profondeur, pour les gens qui ont fait un peu de théorie des graphes. Et c'est cool, parce que ça veut dire qu'on a des algos pour explorer un arbre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de découvrir notre visiteur et générer un petit peu de code à partir de l'addition qu'on a représentée juste avant. Alors, je reviens ici. Donc, le projet, il a légèrement été mis en place. Je vais générer... Je vais générer, en fait, du code, en fait. Donc, ce qui se passait, c'est que j'ai déjà mis en place la représentation du code qu'on va générer. Et c'est juste, c'est pas codé, donc il y a des to-do partout. Et on va s'intéresser à cette méthode. Donc, pour faire simple, j'ai un générateur de JavaScript, et ça, c'est notre assignation qu'on a créée. Donc, je dis, là, j'ai littéralement écrit x égale notre addition qui n'est pas encore faite. Et pour faire rapidement, le modèle qu'on a, il accepte un générateur. Si je regarde ce générateur, que je rétrécis cela, donc il y a un peu de blague orientée objet, mais pour faire simple, tous les types d'opérations qu'on peut rencontrer, je me suis dit, je vais écrire un visiteur associé. C'est pratique et ça veut dire qu'on a une classe qui va contenir tous les appels de visiteurs. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir par exemple le visiteur de l'addition. Alors oui, c'est un enfer de TypeScript, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au bout des choses, il admet une addition en argument. Cet objet va prendre une addition et générer une addition derrière. Comment on peut faire ça? Qu'est-ce qu'on sait? C'est déjà que notre addition, elle a deux arguments, A et B, comme on l'avait défini juste au-dessus. Et si c'est une addition, il y a sûrement un plus quelque part. Et on pourrait se dire, je vais prendre mon addition, et je vais concaténer l'addition A plus B. Mais ça ne va rien dire, parce que là, on est dans une expression, et ça va être tout string, et ça ne va pas fonctionner. Alors, pour se dire, je vais visiter ce nœud, et en fait, je me fais déjà engueuler tout de suite. Il me dit, non, en fait, j'attendais une expression, et cette méthode, c'est une addition. Bon, il n'est pas content. Je vais reprendre mon générateur parent, et je vais dire, en fait, si je veux visiter mon modèle, j'ai juste à dire, je vais prendre mon addition, je mets un plus, je vais écrire quelque part plus, et ensuite je dis à la classe parente, génère ce que contient A. Si je reviens, elle a fait la même chose pour la multiplication, et si je prie très fort pour que ça marche, c'est bon, ça commence à marcher. Donc là, on a écrit l'addition, donc 2 plus to do, et maintenant, il faut juste écrire ce que c'est une multiplication. Donc on refait la même chose, on se dit, il y a sûrement une multiplication, ça, je le déstructure, et je fais super point,
point visite de A, je concatène, visite de B. Et là, à ma droite, j'ai l'opération qu'on a écrite au-dessus. Et en fait, là, je peux écrire un peu n'importe quoi, genre je peux écrire littéralement ça, je peux rajouter encore une addition, genre new, une soustraction en plus, new nombre nœud de 3 et new nombre nœud de 2, et je peux écrire indéfiniment toutes mes opérations. Là, on arrive en fait à générer une représentation abstraite de notre code dans du JavaScript. On verra juste après comment atteindre notre langage cible. Hop là. Mais avant d'attaquer directement pour comment générer du COBOL, il faut qu'on pense arbre syntaxique. Parce que là, il y a un peu cette sensation qu'on écrit de façon un peu tordue du JavaScript, mais en fait, il faut imaginer que vous devez modifier des millions, voire des milliards de lignes de code pour des nouveaux besoins, et vous ne pouvez pas le faire à la main. Ou alors, vous engagez 40 000 personnes et vous le faites pendant 10 ans. Et ça coûte très cher. Et on se dit, si on pense arbre syntaxique, on peut avoir des moyens de modifier en masse du code. Démonstration. Imaginons, on m'a dit, bon ok, ça c'était le calcul que je voulais que tu fasses, mais on va rajouter des règles un peu tordues. Par exemple, si x est strictement plus grand que y, alors je fais 2 plus 5 moins 3, et sinon on calcule 2 plus 5 fois 3. Eh bien, coup de chance, ça c'est des arbres syntaxiques, donc c'est assez facile à écrire, c'est une addition, c'est une multiplication, on sait faire. Et on va prendre ces arbres syntaxiques qu'on est capable de récupérer et on va les mettre dans une condition si. Et c'est comme ça qu'on peut représenter cette condition sous forme d'arbre. Et donc, le pseudocode sur la gauche est strictement équivalent au pseudocode sur la droite. Ça veut dire qu'on a un moyen en fait, de manipuler l'arbre syntaxique, de le transformer, d'en générer n'importe comment, sans avoir besoin d'être expert du langage dans lequel on est. On va complexifier l'AST qu'on vient de générer et ensuite on va générer du COBOL. C'est parti. D'abord, on va regarder notre nœud qui est une condition if. Alors, j'avais dit juste avant que ça pouvait être une expression. Alors, je vous ai menti, voilà, le si, ce n'est pas une expression. Peut-être un jour, vous avez essayé d'écrire if de if. Et il va vous engueuler, il va vous dire « j'attendais une expression ». Ça veut juste dire en gros qu'il y a certains types d'opérations qui ne sont pas enchaînables pareillement. Pour des gens qui font du React, par exemple, on ne peut pas faire des if à l'intérieur du template JSX, on peut faire que des expressions. C'est un exemple de vie quotidienne où on a des problèmes de type de nœud. Donc, et donc, si je reprends mon si, donc ça c'est un nœud, et si je regarde ma condition, ma condition, elle a une valeur, bon, et c'est une expression. Donc, au bout des choses, dans un if, on ne peut pas mettre de if. Voilà, c'est ce que ça veut dire. En JavaScript, parce qu'il y a des langages où on peut le faire, c'est bizarre. Si c'est vrai, j'ai un nœud quelconque. Si c'est faux, j'ai un nœud quelconque. Et on va reprendre notre opération de départ, et on va légèrement la simplifier, parce que sinon, tout va exploser. Je vais dire, mon opération, j'ai une première instruction et je vais créer ma deuxième instruction qui va par exemple être une soustraction. Là, je vais revenir à quelque chose de plus simple et je vais créer une deuxième assignation. Et ensuite, je vais dire, je vais créer mon nouveau nœud si qui va prendre une condition, qui va prendre une expression, par exemple, j'ai créé supérieur ou égal, qui va prendre un littéral, qui va prendre un autre littéral. Là, on a plein de parenthèses. Je vais prendre ma première assignation si c'est vrai, et ma deuxième assignation si c'est faux. Et cette expression-là, je vais dire, const si compliqué, et je vais le remplacer ici par mon si compliqué. Et comme j'ai déjà écrit mes générateurs de code, et sur la droite, j'arrive à générer automatiquement le code que je cherchais au tout départ. Et ce qui est cool, en fait, c'est que on y est presque. On y est presque parce que j'ai écrit un générateur de COBOL. Il faut juste que je l'importe. Hop. Et je vais mettre dans mon générateur de COBOL mon si compliqué. Et si tout se passe bien, sur ma droite, je génère exactement la même chose en COBOL
qu'en JavaScript, parce que j'ai écrit quelque part un générateur de COBOL, ici par exemple. Alors COBOL, c'est un langage un peu chelou, hein. Je ne vais pas cacher que c'est un peu différent. C'est un langage qui est très écrit. Mais en fait, là, je n'ai pas besoin. Je peux générer mon AST n'importe comment, et je peux générer derrière du COBOL, du Java, du je ne sais pas quelle langue, sans avoir besoin d'y connaître. Il faut juste que j'écrive le visiteur, ok, mais ça ne veut pas dire que j'ai besoin de maîtriser la programmation dans le langage. Je dois juste connaître les règles de ce langage. Hop là. Alors, si vous avez bien suivi, vous remarquez que je vous ai un peu arnaqué. Parce que se pose la question, mais comment on transforme du code source en un AST? Puisque si je reprends le schéma du départ, on arrivait à générer du JavaScript en un arbre syntaxique, et cet arbre syntaxique, on générait du COBOL. Et là, on a vu l'étape de je pars de l'arbre syntaxique et je génère le langage cible. C'est quoi cette étape? Un mème vaut mieux que 1000 discours. Un peu comme un merge request, générer du code, c'est assez facile, mais relire du code, c'est vraiment dur. Il y a un peu une raison, c'est que je trouve que c'est pas le plus intéressant en fait d'apprendre à transformer un langage en arbre syntaxique. Cette étape, ça s'appelle du parsing. C'est un peu comme des reg expressions, mais en pire. Donc pour ceux qui ont fait des reg expressions, imaginez rajouter des groupes de capture et des tokens, et c'est compliqué. Il y a déjà beaucoup de librairies qui font ça. Là, j'ai mis pas mal d'exemples multilangages, mais par exemple, rien que TypeScript, et on le verra après, génère en fait l'AST du code qu'on écrit. Et je pense, que ça ne va pas vous servir au quotidien. Autant la génération de code automatique, ça peut servir pour des JSON bizarres ou des XML chelous, mais alors parser un langage, si le langage existe, il y a probablement un parseur avec qui existe déjà. C'est bizarre de coder un langage programmation sans pouvoir le lire. Ce que je vous propose, c'est un petit site que j'ai trouvé qui permet de lire des AST. Ah ah, la blague! Tu veux le Wi-Fi du wagon? Je pense que ça devrait aller. Yes! Alors, c'est un petit site qui est sympa, je vous le présente rapidement. Je vous invite, si vous êtes curieux, à regarder ce que c'est. À droite, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais le cacher. C'est un site qui va transformer en fait vos expressions en arbres syntaxiques, un peu comme on l'a fait, c'est-à-dire ça devient très 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 verbeux rapidement, mais là par exemple je déclare une variable. En JavaScript on peut déclarer plusieurs variables à la fois, donc il dit que c'est un tableau qui a un seul élément. On a notre identifier A qui est au début, et on a notre, c'est un littéral pour eux, mais on a notre nombre. Et ce qui est cool, c'est que si j'écris par exemple mon typage, j'ai une erreur qui est rencontrée, et lui il dit oui, j'ai mis un mot-clé chaîne de caractères, et il y a une erreur de code. Et en fait, avec l'AST qu'on a généré, il est capable à la fois de détecter des contradictions entre ce qu'on fait à droite et ce qu'on fait dans la déclaration, et aussi derrière, quand il va transformer le TypeScript en JavaScript, il va juste dire ce token, il n'existe pas, donc supprime-le. Donc ça, c'était un petit aperçu, vraiment, c'est un site assez sympa sur lequel je suis tombé. Hop là, where am I? Alors, nous avons vu ça. Il y a quand même une question, c'est mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Au bout des choses, est-ce qu'on en a quelque chose à faire de générer du COBOL? Moi, je prétends qu'en JavaScript, on est les plus coupables de faire du JavaScript à partir de JavaScript. En fait, le JavaScript aujourd'hui, c'est un peu un train de transpilation de JavaScript vers un autre langage JavaScript, enchaîné infiniment pour générer de l'HTML, du CSS et encore du JavaScript. Vous pensez que je me moque de vous? Ça, c'est une stack technique React moderne. On a du TypeScript qui, en fonction des options de compilation ECMAScript, génère du JS6, qui génère du React, qui est React compilé pour faire l'HTML, du CSS et du JS, qui va être minifié, bundlé, uglifié, bref, la totale. Et ça fait un peu péter un câble, parce que ça ne devrait pas être si compliqué de faire du React. Voilà, ça c'est ce que je pense un peu des stacks techniques modernes. Mais en fait, il y a un intérêt. Il y a quand même un intérêt, et on va s'intéresser à cette toute petite étape. Il y a quand même quelque chose d'intéressant à transpiler du code. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est que
on peut gagner en performance. On peut améliorer la performance de notre application avec un peu de magie noire de transpilation. Mais en fait, d'une certaine façon, le langage qu'on écrit en JavaScript, il va être transformé en quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui, on nous promet, est optimisé. Si je vous donne un monolithe ou une boîte noire, si je l'appelle addition, et que je lui donne 2 arguments en entrée et un argument en sortie, si je mets 40 et 2 en argument d'entrée, vous savez que vous aurez toujours 42. Et quel que soit l'univers dans lequel vous serez, quelle que soit la météo, vous aurez toujours 42 en réponse. Et en fait, à chaque fois que vous faites un calcul, que ce soit 3 plus 8, que ce soit 21 plus 2, le résultat sera toujours le même pour ces arguments. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il existe une autre boîte noire qu'on va appeler Memo, qui prend 3 arguments et qui sort un argument. Les 2 premiers, ça va être notre 40 et notre 2, et le troisième, ça peut être par exemple la fonction addition. Et cette boîte noire, elle va faire une petite magie noire pour dire je calcule le résultat et je le stocke, et elle va le ressortir à chaque fois qu'on donne les mêmes arguments. Ça, c'est la base de la mémorisation. C'est vraiment, je calcule une seule fois le résultat, et si on me demande 42 une addition, je ressors 42. Je l'ai calculé une fois, je n'ai pas besoin de le refaire plusieurs fois. Et cette boîte noire, elle peut marcher avec plein de choses différentes, que ce soit une soustraction, que ce soit une addition. Wikipedia.fr plus undefined, ça vaut wikipedia.frontdefined. Mais ça marche aussi avec, je prends React, je lui donne un template JSX et une liste de props, et ça retournera toujours div de Nirina. Et ça, c'est intéressant parce qu'avec la transpilation, ça veut dire qu'on pourrait transformer tous nos appels de fonctions qui peuvent être mémorisables en quelque chose de légèrement optimisé. C'est la mémorisation. J'adorerais vous en parler plus, mais c'est un talk entier à soi de transformer des appels de fonctions en mémorisation automatiquement. Mémoriser, pour regarder un peu, je crois que c'est ce qui est fait dans React Compiler. Dans le délire de la réactivité en détail, c'est ce qui permet à nos frameworks front de fonctionner plutôt rapidement. Solid.js, ils ont eu du premier coup. React, il leur a fallu 10 ans, bon, pourquoi pas. On rentre un peu aussi dans tout ce qui est programmation fonctionnelle. C'est un univers pareil, je ne peux pas trop en parler car c'est assez avancé, mais c'est cette idée que les fonctions sont pures, elles n'ont pas d'effet de bord. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est facile à optimiser, ce genre d'appel. Ceci est la fin de ce talk. Je vous remercie déjà d'avoir écouté. Je m'appelle Nerina Ravesson, je suis développeur chez Zenica. Si vous avez envie d'échanger à propos de JavaScript, de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Et je suis ouvert à toutes vos questions. Merci. On a un micro taille réduite. Est-ce qu'on peut Je vous prie, quand vous posez la question, de ne pas l'avaler. Est-ce qu'il y a des questions pour Nerina sur son talk? Une question tout au fond. J'arrive. C'est long, c'est très long. Ouais, non. Je ne veux pas l'assommer. Test, 1, 2. Ah, mais ça fait pas. C'est juste Ça pour. amplifie pas, ah c'est oui. juste pour la Ok. capta. Non, du coup, je voulais savoir s'il y avait une spécification quelque part pour la définition des nœuds abstraits. Parce que si tu passes d'un langage à un autre, justement, en fait, donc toi, tu as créé tes nœuds un peu maison, mais est-ce que il y a une grammaire quelque part qui définit justement comment est-ce que tu dois définir tes nœuds? Alors, je l'ai créé le framework un peu au pif, pour être franc. Sur le coup, c'est une question un peu complexe. Ça dépend vraiment de quand même ce que tu vas parser au tout départ et même de comment ce langage est créé. Si je prends un exemple, là on a parlé JavaScript et de COBOL, mais en Rust, un concept en plus, c'est le lifetime. C'est un nouveau type de nœud à créer. Donc je dirais vraiment, je ne sais pas s'il existe une grammaire générale pour tout ça, et je suis sûr qu'un certain Shannon ou Turing me dirait que ça n'existe pas. Voilà. Ouais, alors je recommence un peu ma question. C'est par exemple, là, tu as parlé de Acorn, il y en a d'autres, des parseurs. Est-ce qu'ils vont tous te sortir le même AST ou pas? Ah non, pas du tout, même c'est un Ok. enfer à gérer. Par exemple, Babel, il gère son propre parseur, je crois. Et entre Acorn, Babel, TypeScript, ils n'ont pas forcément la même chose. JSDoc, il a pareil, ses propres trucs. C'est un peu, voilà, chacun a un peu son format, sa définition. Par exemple, moi, en TypeScript, ça m'a étonné que les nombres
soient définis comme des littéraux. Pour moi, c'est genre un type nombre. Donc c'est vraiment adapté à chacun. Pour savoir, sur ma première mission, on faisait justement la génération de... On écrivait en fait les AST et c'était des longs débats sur savoir les types de nœuds dont on avait besoin. Donc non, pas une méthode. C'est un peu comme on le sent. Ok, merci. Je compléterai en disant que l'actualité fait qu'il y a beaucoup d'outils. Aujourd'hui, ils optimisent l'écriture des parseurs, notamment OX, qui est un parseur en réécrire en Rust, parce que justement l'usage mémoire et la capacité à lire très rapidement un fichier va faire une grande différence sur les parseurs, et notamment les Babel parseurs et Acorn, ils sont... Si tu as une centaine de fichiers, ça va, mais quand tu travailles dans des applis qui ont 10 ans et qui ont des milliers de fichiers, ben ça met un peu du temps à se lire. Et réécrire avec des langages plus bas va te permettre de faire des optimes sur la lecture. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je rappelle, il ne faut pas avaler le micro. Voilà. On a la pince exprès. Non. Bah, c'était... Ah, Julien. Du coup, là, tu as montré la syntaxe pour les instructions, les trucs, on va dire, faciles, les additions, les multiplications et tout. Sur un vrai projet, je suppose, déjà, il y a plein de fichiers, peut-être des imports, des trucs comme ça. Il y a peut-être des syntaxes qui existent dans un langage, mais pas dans un autre. Des API, file system ou je sais pas quoi. Est-ce que, en fait, ça marche vraiment sur un vrai projet avec beaucoup de fichiers, beaucoup de fonctionnalités Du coup, toujours dans ma première mission, justement, on nous donnait en fait un zip. On priait pour qu'il y avait tout, déjà. Ce zip, vous pouvez peser 10 gigas de code source, pur code source. On parsait tout ça, ça prenait un week-end. Et on avait à la fois un bot dégradé parce que des fois, ils envoyaient du code qui ne marchait pas, on se posait des questions. En vrai, ça marche dans le sens où derrière, on arrivait à faire des choses assez précises. Par exemple, on est capable de dire, là, on a une variable qui est une saisie utilisateur, qui est propagée dans tout le code, et on sait qu'elle arrive dans cette base de données qui a été déclarée dans un autre fichier. Donc en fait, quand tu prends des gros codes sources et que tu travailles longtemps sur un parseur spécifique et sur une génération de code spécifique, tu arrives au bout de tes problèmes. Donc sur le coup, vraiment, il y a tout un domaine, parce qu'en fait, l'alternative, c'est payer de la main-d'œuvre moins chère pour réécrire ce code. Et entre engager 40 000 personnes et 15 experts, tu peux faire ton choix. Mais vraiment, sur le coup, ça marche plutôt bien, je trouve. Et c'est vraiment sous le capot de tous les outils qu'on utilise. Et on ne se rend pas compte qu'ils font ça à la volée. En fait, tous les projets, les gros projets JavaScript, derrière, c'est plein de transpilations qui sont faites. Quand tu fais, par exemple, une minification de ton code source, il s'en passe des opérations, pourtant, ça marche. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Ouais, très bien, ouais, merci. Du coup, c'est pas un énorme truc qui va être capable de transformer tous les projets, quoi. Comme tu dis, il y a un peu de boulot au cas par cas pour que ça marche. C'est ça, il faut quand même écrire dans le langage de départ les objets dont tu auras besoin et les transformer s'il faut en d'autres. Et c'est un peu ces ponts-là que tu peux créer, dire je connais dans ce langage en COBOL, je le transforme en un nœud d'un autre langage et je génère ce nouveau langage. C'est là que tu peux un peu jongler, par exemple. Je suis si lourd que ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, une question. En parlant de langage absolu, en final, le bytecode, ce serait pas un AST of all time, tu vois? Le code qui tourne sur la machine, ouais, en vrai. Comme tu as posé avant, pour cette question-là, au bout des choses, je crois que pour un ordinateur, c'est un peu différent parce que ça se transforme en suite d'instructions. Et du coup, moi, j'ai un peu dire, c'est difficile de justifier qu'une suite d'instructions, c'est un AST, ou alors c'est juste un tableau. Donc c'est le premier point, moi je dirais c'est plus un tableau d'instructions que vraiment un AST. Mais derrière, la transformation, c'est un peu ce qu'on a fait là, en fait. C'est une transpilation avec plein de flags et d'options tordues. Ce que je voulais demander, un peu sur le même genre de questions, c'est en fait, puisqu'on découple en gros le fait de parser et de générer, en gros, est-ce que ça marche d'avoir en gros un parseur pour chaque langage, un générateur pour chaque langage, et ensuite juste on a à les connecter ensemble est-ce que tu sais si... Par exemple, Vite, c'est ce qu'il fait sous le capot, et Babel aussi. Genre quand tu prends, ou même en fait un peu tout en JavaScript pour être franc,
Par exemple, TypeScript, ils ont intégré le parseur de vue directement. Avant, c'était un peu le bordel. Et puis, ils ont fait vue officielle et c'est bon, ça marchait mieux. Et l'idée, c'est que TypeScript, quand il va lire un fichier vue, il y a la partie template, la partie script, la partie JavaScript. Non, la partie HTML. Style, voilà. J'en fais pas assez, visiblement. Et en fait, il dit à Vue.js, parse-moi ça parce que j'y comprends rien. Vue.js, derrière, l'HTML, il l'envoie quelque part. Et même, je crois que de toute façon, il fait un peu des liens, mais en fait, ça se passe entre parseurs. Tu peux voir aussi dans le code source de, bon, faut pas le faire, mais de Prettier, derrière, il appelle des parseurs Babel. Puisque un coup, tu as du JSX dans ton TSX, donc tu as du TypeScript, mais ça fonctionne ton ECMAScript et ça fait un vieux rap. Et c'est ça en fait qui est assez intéressant, c'est plutôt genre de vraiment très doué dans le langage cible dans lequel tu es, et ensuite tu te débrouilles pour intégrer ces parseurs entre eux. Typiquement, moi, dans ma mission, je faisais en partie du parseur COBOL, mais il lisait derrière du SQL. Et du coup, à un moment, on disait, si c'est du SQL, appelle ce parseur ou appelle ce générateur de code. Parfait, merci pour la réponse. Je t'en prie. Ouais, tu as failli. Je t'ai vu, je t'ai surveillé, tu as failli manger le micro. Merci beaucoup, Ça Niana, va. d'avoir Merci donné ce beaucoup. sujet.